L'autre jour, je terminais De Pierre et d'Os de Bérengère Cournu. Ce livre a un sujet surprenant, car il se déroule en terre inuite, dans un style poétique, entrecoupé de chants inspirés de la tradition orale inuite. Ce n'est pas le premier livre de Bérengère Cournu, car son livre précédent, Née contente à Oraibi, prend pour sujet une jeune femme du peuple des Indiens Hopi, natifs d'Arizona. L'autrice était allée rencontrer l'une des communautés Hopi pour se documenter avant d'écrire son livre. Et je trouve ces deux environnements et sujets intéressants, originaux pour le moins, et l'écriture très belle. Mais nous sommes sur Internet, et les voix divergentes sont partout, même là où on ne les attendrait pas. Car je ne m'attendais pas, alors que je voulais tout simplement me renseigner sur l'autrice et ses autres livres, à découvrir que certaines personnes en veulent à Bérengère Cournu. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils l'expriment de manière virulente. Que disent-ils ? Que l'autrice a une fascination mal placée pour des peuples. Elle met par exemple trop l'accent sur le chamanisme et le dévoie complètement, dans une sorte de fétichisme ignorant. Et puis, elle n'appartient pas à ces peuples, donc pourquoi ne prend-elle pas pour sujet ce qu'elle connaît ? Et si lui refuser ce droit serait nier le principe de la fiction en bloc, se poser la question de qui peut écrire sur qui n'est pas anodine et mérite d'être creusée au-delà de quelques commentaires sur Internet. Est-ce que tout le monde peut écrire un livre sur tout le reste du monde sans autre considération que le droit à la fiction ? Bienvenue sur Hiatus, le podcast qui vous offre une pause littéraire dans votre quotidien. Préparé, monté et animé par moi-même, Qu'est-ce qu'on lit ? Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. À chaque épisode, un livre lu récemment sera le point de départ d'une réflexion plus globale, touchant à la littérature mais pas seulement, et surtout, sans snobisme, sans élitisme. Vous pouvez dès à présent retrouver les épisodes 1 et 2 sur YouTube en version filmée ou sur Spotify et les autres plateformes de podcast. Partie 1. De Pierre et d'Os, un roman poétique et glacial. De Pierre et d'Os a connu un succès fulgurant l'année dernière. Édité aux éditions Le Tripode, le livre a une magnifique couverture dont je n'ai pas trouvé l'auteur car il s'agit de la création d'une agence. Le livre a pour personnage principal Uksuralik, une jeune fille inuite qui, réveillée une nuit par des douleurs, sort de l'igloo familial. Un craquement se fait entendre, la banquise se fracture, la séparant de sa famille, sans autre recours. Laissée seule avec, heureusement, son chien et quelques outils, elle ne peut rester sur place, sous peine de mourir, et doit trouver un refuge en espérant un jour retrouver les siens. Commence alors pour elle un long parcours fait de rencontres et de drames en plein cœur de l'Arctique. C'est un roman initiatique où l'on suit le personnage principal faire face à des épreuves, surmonter l'adversité parfois traumatisante. Mais Uksuralik a une force de caractère, une faculté à avancer. Elle apprend, elle fait tout. Elle chasse, elle pêche, elle coud, elle tanne, elle vide, elle dépaisse, elle construit. Elle est autonome et ce qu'elle ne sait pas faire, elle l'apprend. C'est une belle héroïne inspirante. Le livre nous plonge dans l'Arctique, le froid polaire, où les conditions de vie, ou plutôt de survie, sont extrêmes. Mais le paysage est époustouflant par moments, et le lecteur que nous sommes va de découverte en découverte avec humilité dans ses pages. Et si l'altérité est partout, dans le rapport aux animaux par exemple, les phoques qui sont indispensables pour se nourrir, et les chiens qui sont indispensables pour attraper des phoques. Ou encore à la communauté, ces gens que l'on rencontre au gré des déplacements saisonniers, avec qui l'on reste plus ou moins longtemps, qui s'aident tous mutuellement à survivre. Et s'il y a peu de livres qui nous font autant voyager dans une culture, un lieu et une altérité si éloignée de nous, lectrices ou lecteurs européens, les thèmes, eux, restent familiers et universels. La perte, l'identité, l'appartenance, l'amour, la famille et la transmission des valeurs. Je ne sais pas pour vous, mais lire un livre non pas qui évoque la culture inuite, mais qui l'incarne, qui la rend réelle par des personnages et une fiction, je n'en avais jamais lu. Extrait du livre. Nous allons loin parfois, au-delà de la baie, au pied des icebergs qui passent au large. Ces géants de glace sont comme des montagnes posées sur l'eau. Aux heures où le soleil monte dans le ciel, ils sont éblouissants. On ne peut pas les regarder sans se blesser les yeux. Ils parlent une langue étrange, de succion, d'écoulement, de craquement. Ils sont plus imprévisibles encore que la banquise. En termes de genre, le livre est difficile à classer.
Le style frappe par son apparente simplicité et une écriture poétique constante. Le roman a des allures de conte à certains moments, mais aussi de fantastique, voire de mystique, avec des éléments du chamanisme, des chants qui viennent rythmer le livre avec des croyances et la présence des esprits. Extrait du livre. L'air glacé entre dans mes poumons, descend le long de ma colonne vertébrale, vient apaiser la brûlure de mes entrailles. Au-dessus de moi, la nuit est claire comme une aurore. La lune brille comme 2 couteaux de femme assemblés, tranchant sur les bords. Tout autour court un vaste troupeau d'étoiles. Et cette apparente simplicité est peut-être un moyen de retranscrire les traditions orales inuites. La vie des femmes et des hommes se dévoile à nous dans cet univers inconnu qui devient peu à peu familier, ou du moins accessible, visible. C'est pour cela qu'en découvrant les reproches faits à l'autrice, je cite, d'avoir fait sien un peuple qui ne l'est pas, d'être fascinée par le chamanisme auquel elle n'a rien compris, ou d'avoir écrit un club des 5 de la banquise, je suis tombée de ma chaise. Qu'on n'aime pas le style ou l'histoire, soit, je le comprends, j'ai moi-même mis du temps avant d'être happée par le livre et j'ai plusieurs choses à lui reprocher, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Ces reproches sont applicables à l'ensemble de la littérature. De quel droit Balzac écrit-il la vie d'une femme de 30 ans ? Est-ce qu'il est lui une femme ? Il est facile de tirer le trait pour montrer l'absurdité du reproche. Il faudrait être une femme pour écrire une femme, une momie pour écrire sur l'Égypte antique. Bref, à part de l'autobiographie, il ne resterait pas grand-chose. Et encore. Est-ce qu'on se connaît jamais suffisamment soi-même ? Est-ce qu'on saurait être juste dans le traitement de sa propre histoire ? Est-ce que vous sauriez, vous, raconter votre enfance avec une précision et une fidélité juste ? Parce que derrière ce reproche se cache une raison réelle, un doute. L'autrice ou l'auteur se tromperait, serait dans l'incapacité totale d'écrire sur ce qu'il ne connaît pas, ce qui est hors de sa portée. Alors que c'est justement l'essence même de la fiction, et je ne vous apprends rien d'imaginer d'autres vies que la sienne, les faire vivre par le langage, modeler des existences par les mots seuls. Il y a une dimension intéressante dans ces reproches. Il ne s'agit pas d'écrire sur l'autre. Les commentateurs n'ont pas reproché à Bérengère Cournu le fait d'avoir écrit un roman. Non, là, c'est moi qui ai tiré le trait. Il s'agit d'écrire sur un autre qui est trop loin de celui qui écrit, qui ne peut donc être atteignable par l'écrivain. Une autrice ou un auteur, par son identité, ne pourrait pas écrire cet autre. Une femme européenne blanche comme Bérengère Cournu ne pourrait pas écrire sur le peuple inuit, un peuple autochtone qui compte près de 150 000 personnes sur un territoire qui s'étend de l'Alaska, le Canada et le Groenland. Ce genre de roman est-il un hommage à des peuples méconnus ou est-ce qu'il faut le considérer avec circonspection ? Déjà, il serait faux de dire qu'un jour, Bérengère Cournu s'est réveillée et a décidé d'écrire sur le peuple inuit, sur lequel elle ignorait tout. Et voilà, elle a pris la plume ou le clavier et elle s'est mise à écrire cette histoire seule dans son coin. Les écrivains font le plus souvent beaucoup de recherches préliminaires ou parallèles à l'écriture de leur œuvre. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et d'ailleurs dans le livre, le lecteur découvre cette injonction puissante de l'autrice elle-même. Puisse ce roman être une porte d'entrée vers l'univers foisonnant du peuple inuit. Il s'agit d'une porte d'entrée documentée, qui est le fruit d'un long travail de recherche de l'autrice. Elle a passé 10 mois de résidence au musée d'histoire naturelle de Paris, où elle a étudié en long, en large les fonds polaires qui existent, celui de Jean Mallory, de Paul-Émile Victor. Elle s'est plongée dans des écrits de missionnaires, dans des photographies, des cartes, des dessins, des livres écrits par les Inuits eux-mêmes, dont très peu sont accessibles facilement au grand public, mais j'y reviendrai. Elle a interrogé des ethnologues spécialisés, Bernadette Robe et Joël Robert Lamblin. À la fin du livre, se trouve même un dossier de photographie en noir et blanc pour nous plonger, nous, lecteurs, dans l'univers inuit. Alors, certes, Bérengère Cournu n'est pas allée en territoire inuit. Elle n'a pas eu cette opportunité pour des raisons qui la regardent. Car pour son précédent livre sur les Indiens Hopi, elle était allée rencontrer une communauté en Arizona et avait vécu avec eux pendant quelque temps. Mais elle a étudié autant qu'elle le pouvait le peuple sur lequel elle a choisi d'écrire son livre, et ce travail se ressent dans son livre. Car le roman décrit avec véracité un univers humain, qui n'en est pas moins impitoyable qu'ailleurs. Viol, violence, meurtre, famine et mensonge, voilà ce qui se trouve aussi dans le livre.
Son roman n'est en aucun cas une succession de clichés faussement positifs « Oh, regardez comme ils sont heureux !» ou négatifs, les dépeignant comme des sauvages, images dont souffrent beaucoup ces peuples minoritaires et incompris. Ici, certes, l'environnement, les règles, le socle culturel sont différentes, mais les émotions humaines, elles, sont présentes, universelles, ce qui rend ce livre accessible à tous les lecteurs. La catégorie de Pierre et d'Os est à la croisée de l'ethnologie et de la fiction, un peu comme Euphoria de Lily King, un livre génial centré sur la fameuse anthropologue Margaret Mead. Même si, dans Euphoria, l'anthropologue elle-même est au centre de l'histoire alors que dans Pierre et d'Os, c'est bien le peuple lui-même, sans intervention d'un regard dominant sur l'histoire. Et c'est peut-être là une difficulté incompressible de ce genre d'ouvrage. D'autres lecteurs, et je l'ai moi-même ressenti, ont trouvé les personnages de Pierre et d'Os plutôt opaques. Si le style est très poétique, on reste en dehors des personnages. Hugues sur Alix nous est difficilement accessible, ses pensées ne sont pas dévoilées, on la voit toujours comme de l'extérieur. Cette mise à distance n'est pas appréciée par tous. Et je me suis demandé pendant ma lecture s'il s'agissait d'un effet voulu de l'autrice qui rend par là hommage à la culture de l'oralité, ou si c'était le reflet de sa difficulté à imaginer les pensées d'une jeune femme Inuk. Car oui, j'ai appris en préparant ce podcast que si l'on dit bien le peuple inuit, la culture inuite, pour parler d'un individu, on ne dit pas un Inuit, mais une personne Inuk, le singulier d'Inuit. Je ferme la parenthèse. En effet, si l'autrice a énormément étudié ce peuple, il n'en reste pas moins que le rapport au monde est forcément différent. Et peut-être, je dis bien peut-être car je n'ai pas demandé directement à l'autrice, a-t-elle fait le choix de cette opacité envers les pensées du personnage pour ne pas manquer de justesse. Certes, Bérengère Cournut n'est pas devenue une femme inuite après 10 mois d'études, ni après l'écriture de son livre, mais elle ne prétend pas l'être, et elle ne prétend pas que son livre soit autre chose qu'une fiction. Elle ne prétend pas porter la voix de tout un peuple. Et même une personne Inuk qui écrirait sur sa vie ne représenterait pas l'entièreté de son peuple. Il n'y a jamais une voix qui peut parler pour toutes. Mais qu'en est-il de la fiction qui ne rentre pas dans cette catégorie, à la frontière de l'ethnologie et de la fiction ? Il y a une difficulté évidente d'écrire sur une culture ou une minorité au sens large, à laquelle on n'appartient pas, et une mauvaise exécution, une mauvaise création, peuvent être très problématiques et préjudiciables. Et il est temps de s'intéresser à ce phénomène et à ses conséquences. Partie 2. Comment la littérature peut se rendre coupable d'appropriation culturelle et de mauvaise représentation des minorités. Alors déjà, qu'est-ce que l'appropriation culturelle ? Il s'agit de l'utilisation d'éléments matériels comme, par exemple, les coiffes de certains peuples natifs d'Amérique du Nord, par exemple, ou immatériels comme un accent, une manière de s'exprimer, par les membres d'une autre culture. Comme l'explique le sociologue Éric Fassin, l'appropriation culturelle s'inscrit dans un contexte de domination, parfois inconsciente. Citation d'un de ses entretiens au Monde, le 24 août 2018. L'esthétique n'est pas extérieure à la politique. La création artistique doit revendiquer sa liberté. Mais elle ne saurait s'autoriser d'une exception culturelle transcendant les rapports de pouvoir pour s'aveugler à la sous-représentation des femmes et des minorités raciales. L'illusion redouble quand l'artiste, fort de ses bonnes intentions, veut parler pour, c'est-à-dire en faveur d'eux, au risque de parler pour, à la place d'eux. L'appropriation culturelle est à envisager dans le rapport inégalitaire entre les cultures. C'est-à-dire qu'une culture considérée comme dominante va utiliser les éléments du folklore d'une culture minoritaire sans se soucier de l'histoire derrière ces éléments, sans respect. Ce qui contribue à des représentations ou imitations de cette culture qui entretiennent des stéréotypes négatifs, des clichés, et à rendre invisible le sens véritable de ces éléments. Le concept est aussi très proche de celui du regard du dominant, qui ne voit les autres cultures et minorités au sens large qu'à travers sa propre vision du monde, et ne sait lire l'autre qu'à travers son propre prisme. Ainsi, de nombreux peuples autochtones ont-ils été considérés comme primitifs ou sauvages, dans des représentations très négatives qui sont encore parfois solidement enracinées aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que l'on écrit de la fiction, que l'on imagine des gens et des événements par un travail sur le langage,
que l'on est par défaut absous de tout soupçon. On peut vouloir rendre hommage à une culture ou une minorité, mais ne pas réussir dans l'exécution à se départir du regard du dominant, à tomber dans les travers des stéréotypes et des clichés. Certains livres doivent être considérés avec circonspection, car ils ne sont pas écrits avec le recul et l'humilité nécessaires au traitement d'une altérité, d'un autre. Et ils entretiennent, encore une fois, un point de vue négatif ou généraliste sur une communauté, une minorité, une culture, sans jamais introduire de nuances. Au final, on en revient toujours à cette notion de respect et la manière dont l'écrivain va aborder son roman et son sujet. Prenons quelques exemples. J'ai commencé dans ce podcast à vous parler d'un livre sur les Inuits. Mais vous connaissez peut-être également les Samis, qui sont un peuple nomade d'éleveurs de rennes, principalement situés au nord de la Suède, Norvège et Finlande, même si certains sont également présents en Sibérie. Les Samis ont d'ailleurs fait récemment leur apparition dans un film d'animation diffusé sur Netflix, Klaus, que vous avez peut-être vu. Les Samis sont aussi un peuple autochtone avec une forte tradition orale qui pratique donc la transhumance des rennes. Eh bien, prenons les livres d'Olivier Truc. C'est son vrai nom, j'ai vérifié plusieurs fois. C'est un auteur français qui vit en Suède et considéré comme l'un des spécialistes des pays nordiques. Olivier Truc écrit des polars qui se passent dans le Grand Nord et l'un de ses livres a pour titre « Le dernier Lapon ». Parce que oui, les Samis sont malheureusement encore appelés Lapons. Pourquoi malheureusement ? Parce qu'il s'agit d'un terme insultant, issu de la racine « lap » qui signifie « porteur de haillons » en suédois. Ce n'est pas du tout ainsi que les Samis s'identifient, et Lapon est aujourd'hui encore pour eux une dénomination qu'ils refusent et qu'ils associent à une insulte. Malheureusement, ce terme s'est énormément popularisé, car eux-mêmes ayant une culture principalement orale et non écrite, ils n'ont pas pu faire entendre leur voix au moment de la diffusion de ce terme. Et encore aujourd'hui, les Samis ont de grandes difficultés à faire exister et reconnaître leur culture face aux cultures dominantes suédoises, norvégiennes et finlandaises. Le titre même du livre est donc irrespectueux envers les Samis, ce même peuple dont le livre prétend parler. Donc, soit Olivier Truc n'a pas fait ses recherches, soit il les a faites, et dans les deux cas, je ne sais pas ce que je trouve être le pire. Je ne sais pas vous dire pourquoi il a choisi d'appeler son livre de cette manière, je ne l'ai pas lu, et je ne suis pas expert de la culture Sami. Mais c'est écrit noir sur blanc sur la page Wikipédia des Samis, à quel point ce terme est dégradant, est associé à une grave insulte pour eux. Donc dans tous les cas, quel que soit le traitement dans le livre de la culture Sami, l'utilisation de ce terme en particulier fait partie du regard du dominant. Mais il est temps pour moi de vous parler du livre qui incarne le plus récemment et le plus fortement l'appropriation culturelle en littérature. Kathryn Stockett est une autrice américaine née en 1969 et en 2009, elle publie enfin, après de nombreux refus d'éditeurs, The Help, traduit en français par un titre qui n'a absolument rien à voir, La couleur des sentiments. Le livre est un best-seller pendant plusieurs années et adapté au cinéma, Graal suprême pour un livre. Ce livre raconte les conditions de vie des femmes de chambre noire aux États-Unis dans les années 60. On a même écrit sur ce livre qu'il s'agissait du nouveau « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », avant que le livre ne soit condamné de partout. Pourquoi ? Car le livre est problématique à de nombreux niveaux. Déjà, le personnage principal est une jeune femme blanche qui a le complexe du sauveur blanc. C'est elle qui va aider les femmes de chambre noire à accéder à la conscience de leur exploitation. C'est sa vie qui est centrale dans le roman, les autres personnages n'étant qu'un décorum censé donner une certaine dimension politique au livre. Le succès des luttes des personnes noires serait avant tout dû aux gentils blancs qui les ont aidés. Et les personnages noirs sont représentés de manière caricaturale, pleine de stéréotypes nuisibles, avec notamment l'utilisation d'une langue argotique considérée comme insultante. Cette représentation met en avant à quel point l'appropriation culturelle est un des leviers pervers du racisme, car il prétend honorer une culture en reprenant les codes, mais seulement pour le show, pour le divertissement, pour servir un intérêt à destination d'une audience qui appartient à la même catégorie que le regard du dominant qui est posé sur cette culture, sur ce peuple. Peu importe que la représentation soit un stéréotype, tant que les lecteurs blancs, eux, ici, aiment le livre. Ce livre est un bon exemple d'application du regard du dominant
ethnocentré, un regard arrogant, dépourvu d'humilité. Peut-être me trouvez-vous dur vis-à-vis de Catherine Stockett. Peut-être je le suis. Car après tout, son thème est un bon thème. Il n'empêche que l'exécution, ici, pêche par rapport à l'intention initiale. Et parce que c'est de la responsabilité de tout auteur, de toute autrice, de se poser la question non pas juste « est-ce que j'ai le droit d'écrire cette histoire ? Est-ce que c'est à moi de raconter cette histoire ?» mais « est-ce que j'ai bien raconté cette histoire ? Est-ce que je lui ai fait justice ?» Elle-même avait d'ailleurs exprimé ses doutes et ses craintes sur la publication de cette histoire. Vous savez ce qu'on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je ne veux pas trop m'apitoyer sur son sort, car déjà, elle peut essuyer ses larmes avec tous les billets engrangés grâce à son livre. Et en plus, la minorité qu'elle représente et qu'elle a représentée de manière stéréotypée rencontre, elle, 1000 fois plus de difficultés à se faire éditer et à faire exister sa voix dans le paysage littéraire mondial. Les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires ont dû vivre toute leur vie avec des représentations limitantes, irritantes, insultantes, ou n'existaient que pour cocher la case de l'inclusion, pour une diversité de surface comme une publicité Benetton. Prenez l'anomalie d'Hervé Letellier, qui a connu un franc succès de librairie. Bien qu'on ait une panoplie de personnages dans lesquels on se perd parfois, ils ont été pensés justement pour cocher le plus de cases possible. Le meilleur exemple est un musicien nigérian queer, mais qui, comme tous les autres personnages, n'a qu'une seule dimension, il n'a aucune profondeur, il n'existe que pour faire une belle brochette dans un autre intérêt. Dans la catégorie écrivain à succès, et j'avais déjà fait une vidéo bien trop gentille sur lui à la réflexion, Joël Dicker ne sait absolument pas écrire un personnage féminin qui ne soit pas un stéréotype digne d'un mauvais téléfilm de Noël. Si sa vie en dépendait, il ne saurait pas écrire un personnage féminin qui vaille. On dirait qu'il n'a jamais parlé plus de 3 minutes à une femme. Et c'est terrible de voir des écrivains comme eux rencontrer un tel succès quand d'autres n'arrivent même pas à se faire éditer en premier lieu. Parce qu'il y a une double peine à être un auteur issu d'une minorité. Déjà, il est beaucoup plus difficile de se faire éditer, de se faire reconnaître dans le milieu. Et en plus, en tant que minorité, on cherchera à vous enfermer pour que vous écriviez exclusivement sur des thèmes ou problématiques associés à votre minorité. Et ce, tout le temps. Aminata Forna, une écrivaine écossaise et sierra-léonaise, a basé l'un de ses livres en Croatie. Tout de suite, les critiques lui ont demandé encore et encore d'expliquer ce choix et surtout, comment elle reliait ce choix à ses origines du Sierra Leone. Comme si c'était automatique. Sa réponse est magnifique, elle a retourné la question en disant « mais pourquoi pas la Croatie en fait ?» Et c'est ce qu'explique aussi l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie dans l'un de ses TED Talks. Lors de ses premiers essais d'écriture, lorsqu'elle était très jeune, ses personnages buvaient du thé et parlaient du temps qu'ils faisaient, tant elle était influencée par les livres britanniques qu'elle lisait. Elle n'avait pas ou peu d'exemples de livres qui se déroulaient au Nigeria. Et aujourd'hui, et c'est tant mieux, on voit des autrices et des auteurs comme par exemple Laurane Safou, qui a publié Nos jours brûlés, comme 1 million de papillons noirs, juste des romans, des livres jeunesse, mais dont les personnages principaux ne sont plus exclusivement blancs. Certaines maisons d'édition font un vrai travail de représentation et ouvrent même des collections exclusives pour mettre en avant cette diversité des voix qui est importante. Ce qui est sûr, c'est que les écrivains, par la nature même de leur activité, qui est d'imaginer, de faire exister d'autres vies à travers leurs mots, ne sont pas absous d'office et peuvent tomber dans les travers de l'appropriation culturelle, de l'entretien de stéréotypes, voire de fétichisme. Mais d'autres voix s'élèvent, bien que, pour certaines cultures, la barrière de l'écriture soit encore immense. Partie 3. De la difficulté d'avoir accès à une littérature des cultures minoritaires. Pour l'écrivain australo-chinois Yen Rongwong, écrire du point de vue d'une personne en position marginale enlève des opportunités à ceux qui ont des expériences authentiques à partager. Mais cette solution de restreindre les voix marginales pour plus d'authenticité crée une barrière à la possibilité d'entendre des voix diverses en littérature. Si les auteurs qui n'appartiennent pas à des positions marginales ne peuvent écrire sur elles, leur exclusion du paysage littéraire est à risque.
Si on revient à Deux pierres et d'os, à combien de livres écrits par un Inuk a-t-on accès en France ? Eh bien, j'ai cherché. Pas beaucoup, mais alors vraiment pas beaucoup. Avec un peu de chance, vous pourrez trouver Le Harpon du chasseur de Markusi Patsaok en anglais, ou Sanak de Mitiarjuk Napaluk, le premier roman inuit écrit en 1950. Mais seulement d'occasion, et si vous avez vraiment beaucoup de chance. Il y a bien Tanya Tagaq, chanteuse, peintre et photographe, qui a écrit un livre Crofendu en 2020, et en essai, vous avez Le droit au froid de Sheila Watt-Cloudier. Et en littérature jeunesse, Aviak Johnston a publié Those Who Run in the Sky et Quel est mon super pouvoir. C'est à peu près tout. Sauf si on cherche ces livres avec ardeur, les chances de les trouver en librairie ou en bibliothèque sont très très maigres et donc leur accès difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour qu'ils le soient plus, ça ne veut pas non plus dire que Deux pierres et d'os les remplace dans notre imaginaire, non. Mais se limiter aux voix authentiques, déjà de une refuse le droit de fiction aux auteurs et condamne ces livres à être encore plus difficilement découvrables. Et dans les commentaires négatifs sur Deux pierres et d'os, plusieurs suggéraient de lire Anta par Andreas Laba, un homme sami qui a écrit ce roman inspiré de sa propre vie à la fin de sa vie, alors qu'il avait 60 ans. Déjà, j'étais assez étonnée car ces commentateurs qui semblaient en savoir tant sur la fascination de Cornu pour le chamanisme proposaient de lire un livre sur un tout autre peuple. Et en me renseignant sur ce livre qui aujourd'hui n'est plus édité, j'ai eu quand même très envie de le lire. Andreas Laba a appris à écrire très tard. Il s'est battu toute sa vie pour promouvoir la culture sami, a eu une vie incroyable et a écrit son roman directement en langue sami. Anta est un livre remarquable, qui ne ressemble à aucun autre livre que j'ai lu. Il est resté inachevé car Andreas Laba a mis toute son énergie, à la fin de sa vie, à se battre pour tenter de sauver la vallée du Kaitum, d'où il venait, dans lequel un grand projet de barrage était prévu, menaçant cette vallée si importante pour la transhumance des Samis. L'édition Terre humaine que j'ai en ma possession est un très bel ouvrage, avec un effort d'édition remarquable. Des photographies sont insérées et un grand dossier de notes et de pages sur la culture sami permettent au lecteur d'aller plus loin. Dans ce roman, on suit le jeune Anta et sa famille dans leur quotidien d'éleveur de rennes. C'est-à-dire qu'ils boivent du café, accueillent des connaissances de passage dans leur quota, écoutent les histoires et les nouvelles des uns et des autres, et s'occupent de leurs rennes. Anta grandit, veut prendre plus de responsabilités avec les rennes. Puis il grandit, et dans la deuxième partie du livre, Anta et Marie, il épouse Marie. Sa jeune épouse a des difficultés à s'intégrer à un mode de vie plus difficile que celui qu'elle avait connu chez son père, un riche éleveur de rennes. L'arrivée de ce personnage apporte une vraie dimension à l'œuvre, mettant en perspective les autres personnages. Et dans cette deuxième partie, le chamboulement de la vie des Samis est en marche et commence de manière vicieuse. Que ce soit l'implantation d'autres familles étrangères qui viennent du sud et prennent leurs terres, leurs difficultés avec les paysans sédentaires, des exemples de racisme qui devient de plus en plus courant, ils se font appeler les sales lapons, ou encore la construction d'un chemin de fer qui traverse le chemin de transhumance et tue les rennes, ou encore, pour terminer, leur maison démantelée sans qu'ils obtiennent jamais justice. Ce livre a une multiplicité de personnages très attachants, des scènes inoubliables comme celle qui raconte le traitement des vieilles personnes indigentes qui sont placées dans une famille, qui doit les nourrir et les loger, mais qui en réalité les laisse au bord de la famine, espérant leur mort. Ou celle du gardien de rennes dont le troupeau a été intégralement décimé, en passant par une falaise, tous les rennes sont tombés de la falaise. L'écriture m'a procuré des frissons et des émotions très vives, et j'ai eu beaucoup de peine à fermer le livre et cet univers réel dont j'ignorais tout. Et toutes ces injustices sont également décrites dans ce qui fait office de troisième partie, qu'Andreas n'a jamais pu écrire. Il s'agit d'un ensemble de lettres et d'articles qu'il a écrits pour sensibiliser, alerter sur la cause sami, comme par exemple l'aberration de l'école nomade qui était en vérité une torture pour de jeunes enfants qui étaient affamés, à peine instruits et laissés tremblants de froid les mois les plus difficiles de l'hiver. L'école nomade a traumatisé de nombreux samis et a coûté la vie à certains d'entre eux car ils n'étaient pas considérés comme suffisamment intelligents pour suivre le cursus normal des jeunes Suédois ou Norvégiens. Andreas Laba est même allé plaider la cause des Samis à l'ONU. En commençant le livre, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et au début, j'ai eu du mal à accrocher.
L'aspect répétitif de l'histoire, la simplicité de l'écriture ont mis du temps à me toucher. Ils boivent du café, ils reboivent du café, ils reboivent du café. Mais j'ai continué, car le livre restait unique, agréable, intriguant et comment vous dire, c'est comme si je voyais le quotidien de cette famille Samy. Je voyais leur environnement, je voyais leur mode de vie. Et rien que ça était fascinant. C'est surtout la deuxième partie du livre, Anta et Marie, qui m'a ensorcelée. Et j'ai eu l'impression, à mon humble niveau, d'avoir eu la chance de découvrir une entrée sur le peuple Samy dans une intimité qui m'aurait été impossible autrement. Et ce que je trouvais simple dans l'écriture a trouvé tout son sens lorsque le traducteur Vincent Fournier explique. Ainsi, un mode de récit redondant qui peut déconcerter le lecteur non prévenu. Un épisode peut en effet être raconté une seconde fois sous une forme parfois plus concentrée, mais suffisamment développée pour laisser au lecteur cette impression nette de déjà lu. De toute évidence, ce type d'écriture relève d'une tradition orale. Le Gomé revenait à faire disparaître une source autochtone lointaine du récit. D'un autre côté, le lecteur a peut-être été surpris par le lyrisme naïf qui affleure ça et là. La traduction n'a pas atténué ce lyrisme. Le traducteur de ces deux textes souhaite que le lecteur sache se dépouiller de son ethnocentrisme pour les aborder sans préjugés. La curiosité peut porter la première lecture, le charme secret de ce récit vient ensuite. La lectrice européenne que je suis est face à un mode de narration véritablement étranger, nouveau, loin de mes référentiels. Mais j'ai bien ressenti ce charme à la lecture. Quelque chose de profond se tisse entre le lecteur et ce livre. Effectivement, la prose et la forme narrative de ces livres issus de culture de l'oralité peuvent être perçus comme des bizarreries qui nous en détournent, donnant un autre frein à leur diffusion, alors même que leur adaptation aux normes existantes serait un échec, une aliénation. Et certains de ces livres sont parmi les premiers dans ces langues, les premiers. Sanak est le premier livre en langue inuite, publié dans les années 1950. La littérature des peuples qui repose sur la culture de l'oralité souffre d'une sous-représentation sur la scène littéraire internationale, ou scène internationale tout court, car il y en a moins, et leur style peut-être nous parle moins. Or, imaginez que les premiers livres de la langue française datent de 1920. Notre rapport à l'écriture, à la lecture serait totalement différent, pas meilleur, juste différent. Et cet inconfort que le lecteur peut ressentir à ses lectures est précisément une force qui ouvre de nouvelles perspectives d'écriture et de lecture. Ces auteurs n'écrivent pas comme les autres, et c'est tant mieux, car cela nous permet de nous remettre en question, de penser différemment, de voir penser différemment. Alors on peut se dire, nous devons lire plus de ces textes, romans, récits, autobiographies, contes, de la part de personnes qui font partie de ces peuples, de ces cultures. Et oui, il faudrait. Mais Anta n'est aujourd'hui plus édité, en tout cas pas en français. Il est presque introuvable, sauf quelques rares exemplaires en édition de seconde main. Et tous les auteurs samis que j'ai cherchés sont également introuvables en français. L'accès à ces livres est difficile, leur diffusion est encore plus difficile. Et quand ces livres font les titres de l'actualité ou sont mis en avant, c'est seulement pour la marginalisation de l'auteur et pas pour les qualités littéraires ou l'originalité de l'histoire, alors que par exemple sur Anta, il y aurait tant à dire. Je n'ai pas de conclusion à cette partie, si ce n'est ceci. L'écrivain a une lourde responsabilité en écrivant sur l'altérité, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une femme lorsqu'on est un homme ou une minorité lorsqu'on appartient à la culture dominante. Mais le lecteur a aussi une responsabilité face à un texte, un auteur ou un écrivain inconnu. Il doit accepter d'être mal à l'aise, surpris, et tenter de se départir de son ethnocentrisme pour découvrir quelque chose de nouveau. Les écrivains sont des créateurs d'âme. Ils ont une responsabilité forte, non pas de leur sujet d'écriture, mais de la manière dont ils le traitent. Alors on veut plus de Bérengère Cournu, qui fait exister une culture difficilement atteignable littérairement parlant pour nous, et moins de Catherine Stockett, qui n'utilise la cause afro-américaine que comme un moyen dans son livre. Et on veut surtout plus d'accès, plus de voix d'autres cultures, d'autres groupes marginalisés. On veut qu'ils soient représentés justement, fidèlement, non pas comme un truchement, et que leur voix, non contente d'exister, puisse se diffuser. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu.
Hiatus est un podcast à fréquence aléatoire pour découvrir des livres et réfléchir. Si vous ne les avez pas encore découverts, les épisodes 1 et 2 sont déjà disponibles, tout comme de nombreuses vidéos sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et surtout, à très bientôt pour un prochain épisode.